Bonjour, je suis Sophie, bienvenue sur cet épisode de nos 2 centimes. On retrouve Marjolaine et Marion pour discuter des questions que vous nous avez envoyées. On parle de comment se mettre en couple, comment choisir son conjoint, comment on sait qu'on est amoureux, qu'est-ce qu'un coup de foudre et quand faire le premier pas. C'est hyper intéressant comme discussion et surtout aujourd'hui c'est notre 51e épisode de nos 2 centimes. Et ça c'est un peu fou de penser qu'il y a 1 an et demi, on pouvait pas imaginer qu'il y aurait 50 épisodes de nos 2 centimes. Je vous souhaite un très bon épisode et une bonne écoute. Nous revoilà de retour pour cet épisode sur les fréquentations, le mariage, les relations amoureuses, tout ça. On va répondre à 4 questions. Et la première question, c'est quoi la vraie bonne démarche à avoir pour se mettre en couple avec quelqu'un et se marier ? Comment choisit-on un mari ou une femme ? J'adore déjà la vraie bonne démarche. C'est-à-dire qu'on n'a pas intérêt à se foirer sur celle-là. Soit on dit le vrai bon truc, soit on dit rien, quoi. C'est un peu la Ouais. On la sent la vraie. personne qui a besoin d'une procédure, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il faudrait lui Est-ce faire que on le dit tout de suite qu'il n'y a pas de procédure ou la vraie bonne démarche. Non, il n'y a pas de procédure. Je pense qu'on peut parler en tant qu'experte pour dire qu'il n'y en a pas, quoi. Ouais. C'est clair. C'est Ça, c'est clair. vrai. Et oui, moi j'avais dit aux étudiants, franchement, si vous êtes quelqu'un de simple dans votre tête, votre mise en couple, elle sera sans doute simple. Et si vous êtes quelqu'un de très compliqué, votre mise en couple, elle sera sans doute très compliquée. Parce qu'en fait, le couple, c'est juste la prolongation de la façon dont on est amis et de la façon dont on est, quoi. Donc, en gros, quelle est la vraie bonne démarche? Bah, en fait, il y en a pas. Et quand tu demandes un peu au couple autour de toi comment ils se sont mis en couple, Ouais. chaque couple a une histoire hyper différente. Et donc, il n'y a pas vraiment de règles. Après, il y a sans doute des trucs à éviter qu'on pourrait dire. Et peut-être quelques conseils, mais ce sera jamais le Graal, hein, de toute façon. Mais le conseil qui est peut-être le plus bateau du monde, mais qui me semble quand même être un conseil utile, mais c'est très bateau, c'est communiquer sur pourquoi on a envie de se mettre en couple. Ça me semble important quand même, parce que on n'est pas toujours tous au clair, enfin, on n'est pas toujours tous sur la même longueur d'onde dans ce qu'on recherche quand on se met en couple. Et ça, c'est quand même pas mal d'avoir pu échanger sur ça pour pas créer trop de déception ou de souffrance inutile. Mais franchement, moi, à part de vraiment, dès le départ, avant même d'être en couple, établir une bonne communication, je suis pas sûre que j'ai des méga tonnes de conseils à donner sur ça, quoi. Mais c'est intéressant c'est bien que tu parles de communication parce que je trouve que la façon dont la question elle est formulée, donc c'est quoi la vraie bonne démarche à avoir pour se mettre en couple avec quelqu'un et se marier? Comment choisit-on un mari ou une femme? On a l'impression que la personne elle est seule dans son bateau, quoi. Ça veut dire qu'elle va trouver la démarche pour dire elle va choisir cette personne-là parce qu'elle avait des critères et hop, elle va faire tout ce qu'il faut faire pour réussir à l'épouser. Mais en fait, il y a une personne en face, quoi. Mm. Et donc la personne, elle va aussi avoir son mot à dire. Donc il n'y a pas de recette miracle pour que la personne soit d'accord et il n'y a pas de recette miracle pour qu'une relation, elle aille jusqu'au mariage. Il faut que les deux soient d'accord. Il faut que la personne, ce soit quelqu'un que tu trouves que c'est quelqu'un de bien et avec qui tu as envie de vieillir. Et il faut que pendant la période de fréquentation et après de fiançailles, vous soyez honnêtes l'un avec l'autre, vous osiez aborder tous les sujets, que vous disiez vraiment ce que vous pensez et pas faire semblant pour dire des choses que tu penses qui va faire plaisir à l'autre. Et puis voilà, mais après, en dehors de ça, malheureusement, de vraies bonnes démarches. Peut-être Google a une réponse, mais nous, on n'en a pas, hein. Après, il y a aussi peut-être pour ceux qui posent cette question-là, qui sont chrétiens, il y a, je pense, quand même l'espace de la prière et puis peut-être du conseil demandé aux autres. Mais si c'est dans une démarche chrétienne aussi, je pense que c'est aussi des choses qui comptent dans le choix qu'on fait et dans discerner. Mais ouais, non, je suis pas sûre qu'il y ait un déroulé très exact à avoir. Moi, je dirais ouais, communication et honnêteté. Et je pense que l'honnêteté, ça aide à pas se mettre la pression. Parce que je pense que dans le milieu chrétien, il y a cette très forte pression que quand tu te mets en couple, il faut que tu te maries. Au bout, genre. Si tu te maries pas, ça veut dire que c'était un échec. Et pour moi, ce serait à questionner de dire si tu es honnête en disant bah voilà, moi j'ai envie de me marier et tout, mais en même temps, je pense qu'il faut qu'on aille tranquille et tout. Enfin,
de pouvoir développer cette communication où on peut se dire les choses, donc en n'étant pas intense et extrêmement intime tout de suite, mais en étant progressif, pour se dire les choses et puis se dire quand les choses elles vont trop vite, quand les choses elles vont trop lentement, quand on voudra aborder des sujets, quand on ne sait pas, quand on a besoin d'aide, tout ça, se dire les choses dans l'honnêteté, dans le respect de l'autre. Je pense que en fait, la clé, elle est dans la relation et comme tu disais Marion, la relation, ça se vit pas tout seul, dans son bateau, dans sa tête ou dans ses émotions, mais ça se vit avec l'autre. Donc tu peux pas, savoir comment ça va se passer puisque vous êtes 2. Donc il faut se laisser surprendre, il faut se laisser enfin les mains ouvertes sans vouloir absolument tout contrôler et je dirais sur la deuxième question, comment choisit-on un mari ou une femme? Moi, j'avais lu un truc qui était intéressant, c'est que pendant ton premier rendez-vous, tu veux pas savoir si tu veux te marier, si c'est une bonne personne, mais tu veux savoir si tu as envie de voir la personne à un deuxième rendez-vous. Et le deuxième rendez-vous, le troisième rendez-vous, etc. Et que t'es pas obligé de tout de suite avoir genre j'ai cette personne, elle me plaît parce que j'ai envie de passer plus de temps avec elle. Ça suffit un peu sans vouloir tout de suite savoir si la personne, ça sera ton futur mari ou ta future femme. Je pense qu'il faut se calmer, quoi. Mais par contre, c'est important que tu puisses savoir, en regardant peut-être de manière commune toutes tes amitiés les plus proches, c'est quoi les qualités communes à tous les gens qui sont les plus proches de toi et que tu apprécies le plus. Ça sera probablement les qualités que tu auras besoin. Je te dis pas qu'il faut que tu fasses une liste de 50 qualités, hein. Mais quelles sont les qualités qui font que tes amis les plus proches, c'est tes amis? Probablement, tu auras besoin de ça pour pouvoir vivre toute ta vie avec quelqu'un. C'est ma théorie. Ouais, moi j'avais entendu quelque chose avant de me marier qui m'avait quand même, qui m'a quand même beaucoup impacté et qui m'a fait en tout cas beaucoup réfléchir sur le sens du mariage et sur cette question de comment je choisis, comment je sais que c'est la bonne personne, etc. etc. Et la personne disait, mais est-ce qu'on se pose suffisamment la question de nous? Est-ce qu'on est en train de devenir la bonne personne qu'on aimerait avoir? Ce que je veux dire par là, c'est si c'est quelqu'un qu'on a envie d'avoir, quelqu'un qui est engagé, qui est solide dans sa foi, est-ce que moi je travaille à devenir ce genre de personne? Est-ce qu'on veut se marier avec quelqu'un qui pardonne facilement ou qui, enfin voilà, est-ce que moi je travaille sur cette dimension-là dans ma vie, etc., etc. Et je trouve que inverser la question comme ça, c'est chouette parce que déjà, même si on se marie pas, on aura progressé sur nous-mêmes dans notre vie et on sera pas simplement dans cette posture d'attendre de ce que l'autre va être ou va faire. Ouais. Ouais, non, je suis d'accord. Je pense que c'est aussi hyper pertinent de regarder à soi et de ce qu'on doit travailler. Pour moi, il y a aussi, et c'est dans la continuité de ce que tu dis, Sophie, de faire la différence entre, pour la question de comment choisir un mari ou une femme, est-ce que cette personne-là pourrait faire un bon mari ou une bonne femme et est-ce que j'ai envie de l'épouser ou pas? En fait, ça peut être deux questions différentes. Ça veut dire que tu peux commencer à te rapprocher de quelqu'un, à devenir pote avec lui, à sortir avec lui, avec une personne où tu te dis, OK, cette personne-là, moi, si je parle de moi, c'est un chrétien engagé, il est sympa, il est drôle, il aime bien réfléchir, sur les trucs un peu profonds et tout. Donc je vois que c'est le genre de personne avec qui, théoriquement, totalement théoriquement, ça pourrait faire un bon conjoint. Après, ça veut pas dire que, en fait, au bout de la relation, on va se rendre compte que, ouais, il suffit qu'on ait 2 projets de vie totalement différents et cetera. Et je pense que du coup, il y a 2 questions à se poser. Il y a la question de dire: «Est-ce que cette personne, elle a» et pour moi, et si tu es chrétien, ça va être suffisamment de caractère chrétien pour que je me dise, en fait, ça va être un bon mari. Et une fois que j'ai répondu à cette question-là, ça ne veut pas dire que je vais forcément l'épouser. Il va falloir répondre à la question, OK, maintenant, est-ce que moi, j'en ai envie? Est-ce que moi, même si c'est un bon parti théoriquement, est-ce que moi, avec qui je suis, je me sens d'être avec cette personne? Et ça, c'est dans la relation, en fait, que tu vas le découvrir. Dans l'amitié, ou plus que l'amitié, où tu vas découvrir, te dire, OK, je peux... C'est pas juste théoriquement, ça ferait un bon gars, mais pratiquement, je sens qu'en fait, pour moi, ce serait le bon gars, quoi. Et pour moi, je pense que c'est deux questions différentes. Hmm. Intéressant. Je sens que ça nous apporte une transition parfaite pour la seconde question qui est comment on sait qu'on est amoureux? C'est quoi la différence entre c'est juste une bonne personne à épouser et en fait c'est une personne que je veux épouser? Je trouve que c'est hyper compliqué cette question. Franchement, c'est pareil, ça dépend tellement des gens. Un jour, moi j'ai fait.
On a répondu à cette question. Quels sont les signes qui montrent que tu es amoureux dans un groupe d'amis où tout le monde a dû répondre à la question. Le dénominateur commun entre toutes les formes d'être amoureux, c'était que c'est des choses qui sont aussi vraies quand tu es dans une cave et qu'il y a un attentat. Ton cœur s'accélère, tu sais plus trop quoi parler, tu as des sueurs froides, tout ça. Et donc, moi, ça m'a pas forcément parlé. Tu sais pas quoi dire à l'autre, tout ça, parce que je trouve que être amoureux, quand on en parle, c'est profondément narcissique. C'est un sentiment qui nous fait du bien et tout. Et j'aime pas trop. Parce que c'est tourné vers nous-mêmes, quoi. C'est égoïste. Mais là, moi, enfin, ça me fait toujours halluciner, moi, ces histoires de cœur qui bat et de pas manger, etc. Parce que ça, c'est avoir un béguin, en fait. Mais est-ce que c'est ça, être amoureux? Moi, j'ai pas l'impression. Enfin, je veux dire, tu peux en effet avoir les mains moites et avoir le cœur qui bat et tout. Et c'est du désir. Et c'est pas du tout mauvais. Mais est-ce que c'est vraiment ça, être amoureux? Moi, je suis un peu. Moi, je pense que si je devais donner une définition, je dirais être amoureux de quelqu'un, c'est quand la personne, c'est un ami proche et qu'en plus, tu as envie de coucher avec elle. Voilà. Je serais méga, J'adore. je serais hyper méga pragmatique parce que si tu veux, le coup du sentiment là, du machin et tout, tu peux l'avoir pour quelqu'un avec qui tu as eu 2 conversations de 10 minutes. Pour un peu que la personne, elle sache. Ouais, je suis Le béguin, tu peux l'avoir pour des gens que tu connais quasiment pas. Est-ce que c'est vrai qu'on alors oui, enfin, pour moi, encore une fois, ça dépend de ce qu'on appelle être amoureux, mais moi, je définirais être amoureux de manière un peu plus, profonde et radicale que juste avoir le cœur qui bat, parce que du coup, ça veut dire que tu peux être amoureux de gens que tu connais pas du tout et c'est un peu stressant quand même. Enfin, moi, je trouve ça un peu stressant. Moi, je dirais à quoi ça sert, en fait, de savoir si tu es amoureux ou pas. Je poserais cette question-là. En fait, est-ce que c'est important? Bah si tu traînes avec un garçon et que vous êtes en train de réfléchir à vous marier, il faut que tu saches répondre à la question si tu l'aimes ou pas. Si tu peux pas répondre à cette question-là, c'est quand même un peu gênant, quoi. Ouais. Ouais, je sais pas, c'est une question intéressante. Marjo, Marjo, Je est-ce trouve que que tu as quelque chose à répondre à Marion? Alors mais qu'elle en fait, regarde le ciel depuis tout à l'heure, je me dis: «Ouh là là, ça cogite fou là». oui, parce qu'en fait, c'est difficile. Je trouve que c'est vraiment difficile comme question. Pourtant, je sais tout à fait que je suis amoureuse de mon mari. Si tu écoutes ce podcast, Romain, je t'aime. Mais, mais, mais en fait, juste, je trouve que c'est difficile de répondre à cette question parce que je suis pas sûre que déjà, je suis pas sûre que ça se délimite très bien le moment où on commence à être amoureux. Je suis sûre d'une chose, c'est qu'après, c'est quelque chose, c'est qu'il y a une partie de choix et d'entretien de cet amour. C'est pas non plus un truc. À la fois, moi j'ai l'impression que c'est. Il y a un côté. Tu vois, quand tu disais Marion, il y a tous ces. On définit qui est épousable, enfin, qui serait un. qui serait potentiellement un mari pour nous. Pas pour dire que les autres ne sont pas épousables, mais qui pourrait être un mari pour nous. Et qui est la personne qu'on a envie d'épouser. Et c'est comme, pour moi, c'est ce moment où, quelque part, l'autre prend cette place centrale par rapport aux autres et que les autres, quelque part, Alice. disparaissent ou Ouais, pâlissent, ouais, ouais, ouais. carrément. Et ça peut se faire rapidement ou dans le temps. Et après, et donc après, il y a cette relation qui se met en place mais qui s'entretient, je pense. Parce que si on passe notre temps à porter nos regards ailleurs, alors qu'on s'est engagé avec quelqu'un, bah peut-être qu'on risque de laisser pâlir celui qu'on a là et qui était le choisi pour aller porter nos regards sur autre chose. Donc à la fois, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait comme ça et qu'on suit, et à la fois, j'ai l'impression qu'il y a une intentionnalité qui est là dans tout ça. Donc je trouve que c'est dur à définir, mais pour moi, j'ai su que j'étais amoureuse. Je pense que ça devenait une évidence, alors que je crois vraiment que, en effet, j'aurais pu me marier avec d'autres personnes et avoir une vie heureuse, mais c'est devenu celui avec qui je voulais me marier, celui avec qui je voulais avoir des enfants. Donc c'est dans la relation, encore une fois. Dans la relation et la communication, c'est pas tout seul dans ton coin que tu décides que tu es amoureux. Ah non, c'est clair. Bah après, enfin, C'est du fantasme. ouais, c'est du fantasme du coup, mais c'est autre chose. D'autres choses à dire? J'aime bien, je trouve ça hyper intéressant, ça donnerait presque envie d'être amoureux là, ce que tu dis, Marjolaine. Je trouve ça hyper intéressant cette idée d'une amitié
Mais au bout d'un moment, le reste pâlit et en fait, cette personne-là prend plus de place, quoi. Et je pense c'est tout à l'heure tu disais, Sophie, le couple c'est de l'amitié plus, plus, mais je pense que c'est vraiment ça, quoi. Si tu te retrouves avec cette amitié-là et que cette personne en fait tout d'un coup elle envahit un petit peu tout ton espace, de pensée et c'est sans doute le signe qu'en effet tu clairement le signe en effet que tu es amoureux. Mais du coup, c'est pour ça que moi j'interroge vraiment les gens qui tombent amoureux de quelqu'un, qu'ils ont juste vu, sur scène à une réunion évangélique, devant avec la guitare, tu vois? Alors moi ça me là je me dis: «OK, enfin non, tu l'as trouvé craquant quoi, c'est tout, enfin, tu l'as trouvé jolie la meuf». C'est pas que tu es amoureux en fait, tu as un béguin, mais c'est pas Oui, c'est une personne fantasmée pour le coup, ouais parce que tu pas exactement. parlé Et avec je elle, pense ouais. du coup on empiète un peu sur la peut-être est-ce que c'est la question suivante? Je sais pas, j'ai pas le Ouais, temps c'est de ouais. mais je pense que c'est aussi un peu le monde qui nous vend cette idée-là, quoi. Les regards se croisent et puis paf, ça y est, en fait, ils sont amoureux alors qu'ils se sont pas parlé, quoi. Oui, il y aurait pas besoin de faire le travail, après le travail de communication, de vulnérabilité, de prendre son temps, d'entendre l'autre, d'honnêteté et tout, ce serait plus facile, quoi. Et Ouais, puis du coup, si c'est ça, t'es amoureux de quoi en fait? mais Ouais. c'est T'es ça. es amoureux de quoi? Alors que à l'inverse, euh, euh, moi, mon mari, c'était pas du tout, par exemple, le mec que je trouvais le plus beau de la terre. Mais aujourd'hui, si tu me demandes, oui, c'est mon préféré, quoi. Waouh, tu dur, c'est un beau gosse quand même, ton mari. Oui, mais je Mais veux dire, si Romain écoute cet épisode, son ego va mais tu vois, c'était pas forcément. Enfin voilà, si je l'avais. Je sais pas si on les avait juste de façon très horrible alignés, tu vois, c'est pas forcément mon vote numéro un. Et pourtant, aujourd'hui, mais moi, je le trouve magnifique, tu vois. Mais ouais. parce que je connais aussi toutes les facettes de Romain. Et moi, ça a été un truc hyper décisif dans les refus que j'ai donnés à certains gars, c'est que des fois, on se connaissait à peine, quoi. Et moi, quand un mec avec qui j'ai discuté 2 fois 10 minutes vient me dire: «En fait, tu me plais», j'ai tous mes radars, bon peut-être ça touche sur des boutons où je me dis: «Mais c'est quoi qui te plaît, en fait? On se connaît pas». Donc tu es amoureux de quoi exactement, en fait? Tu as Oui, vu, mais tu me plais, c'est pas être amoureux. non mais c'est quand même bizarre 2 fois 10 minutes. Non, mais parce que Mais tu peux parler avec quelqu'un 2 fois 10 minutes et dire, je trouve cette personne intéressante et je voudrais Mais dans plus ce cas, parler avec devenons toi. amis. Tu vois? C'est que les personnes, elles sont venues me voir, pas pour qu'on passe du temps ensemble pour être amis, quoi. Et c'est vrai que alors peut-être moi, ça appuie sur des boutons, mais c'est vrai qu'il y a des gars qui m'ont fait des déclarations. Pour moi, c'était vraiment du genre de dire: «Mais en fait, en fait, on se connaît pas, quoi». Je veux dire, donc et du coup, j'ai tout de suite le soupçon qu'en fait de dire: «Tu es amoureux de trucs, qui sont pas soit qui n'existent pas, soit en fait, donc non, en fait». Enfin, Du coup, juste, ça me fait penser à notre question d'avant sur les. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais sur les étapes, peut-être quand on veut choisir son mari ou sa femme. ouais. Et en fait, j'aurais envie, je dis pas que c'est une étape obligatoire, mais de conseiller aussi aux gens de servir ensemble dans un domaine ou dans un autre. Parce que je trouve que les lieux de service sont des lieux de découverte. C'est pas un obligatoire, mais de découverte de l'autre hors du loisir, quoi. Où Ouais. au loisir, on est toujours détendu, etc. Mais si c'est possible, ayez des occasions de service ensemble. Ça, parce que pour moi, le mariage, mais c'est aussi parce que dans ma représentation, alors c'est personnel, hein, mais c'est aussi, quand on choisit son époux, on choisit aussi la personne avec qui on va servir Dieu ensemble. Une étape qui peut être intéressante, c'est d'avoir des lieux de service communs. Voilà. Nice. Alors, question suivante. Qu'est-ce qu'un coup de foudre? Quels en sont les dangers et les trucs cool? Je pense que la définition du coup de foudre, si on demandait au Larousse ou à Google, ce serait, quand tu tombes amoureux, quelle que soit la définition qu'on en donne, au premier regard, quoi. Mm. Au premier regard ou à la première discussion de 4-5 minutes. Genre directement, tu sais que la personne, elle te plaît, quoi. Et elle te plaît Ah, genre mais bien. c'est ce que je voulais dire sur comment on sait qu'on est amoureux. Quand je demandais à quoi ça sert de savoir, en fait, c'est parce que je crois que des fois, parce que on dit qu'on est amoureux, ça nous donnerait des droits sur l'autre et que Ah, ça l'autre nous craint. appartiendrait et que ce que je suis amoureux de l'autre, l'autre me doit quelque chose. Alors, et par rapport à le coup de foudre, c'est pareil. Est-ce que parce que toi, tu as eu un coup de foudre, ça te donne
droit sur cette personne, qu'elle doit passer du temps avec toi, qu'elle doit vouloir apprendre à te connaître également et tout ça. Et je pense que c'est important parce qu'on ne doit pas devenir... Tu peux trouver quelqu'un très beau, très intéressant, appelle ça un coup de foot si tu veux, tout de suite où tu dis ah waouh, je veux vraiment apprendre à connaître cette personne. Si la personne n'a pas envie, c'est pas parce que tu as ces émotions très fortes en toi qui viennent je ne sais pas d'où, mais probablement pas de la personne, mais plutôt de quelque chose de ton passé ou de ta vie refoulée, je ne sais pas. Mais demande à Freud, mais ça ne la personne ne te doit rien, même si tu as des sentiments forts à son égard. Donc ça, c'est hyper important de le dire parce qu'on est encore dans du narcissisme absolu, quoi. Oui, Et oui. moi, je l'ai vu chez des étudiants, mais des centaines de fois, quoi. La personne, elle est amoureuse, donc elle estime que la personne lui appartient déjà en partie. Et si, par malheur, la personne dont elle est amoureuse finit par se mettre en couple avec quelqu'un d'autre, elle est en colère. Dire, mais enfin, mais t'es en colère de quoi? C'était pas une relation, c'était du fantasme. Et je pense que c'est vraiment important de dire, tant que c'est pas réciproque, il n'y a pas relation. Il y a fantasme. Et ça peut être le début de quelque chose, mais tant que c'est pas réciproque et tant que les 2 personnes sont pas d'accord et même, enfin, c'est hyper, c'est de la violence, quoi. C'est de la violence que tu fais à la personne si tu estimes qu'elle t'appartient alors qu'en fait, elle a rien demandé, quoi. Et je pense que c'est hyper important d'affirmer, tant qu'il y a pas réciprocité, il y a pas relation. Il y a relation dans ta tête, mais c'est que dans ta tête et tu peux pas en vouloir à la personne de pas répondre à tes avances. Tu peux pas lui en vouloir de pas ressentir la même chose que toi parce qu'en fait, tes sentiments ne font pas loi, en vrai. Oui. C'est un peu triste qu'on doive le dire, mais bon, voilà, comme on est tous une grosse bande d'égoïstes, j'imagine qu'il faut accepter qu'on doive le dire quand même. Mais c'est clair, mais parce qu'on spiritualise aussi des fois les trucs, tu vois. Moi, j'ai déjà entendu une jeune femme, mais très sincère, hein, mais dire qu'elle était persuadée d'avoir le don de célibat. Un jour, quelqu'un est rentré dans son église, un homme, et elle a eu un coup de foudre. Donc forcément, ça venait de Dieu, parce qu'elle avait complètement accepté le fait d'être célibataire et tout ça. Et en fait, bon, en l'occurrence, le garçon n'a jamais été intéressé, il s'est marié avec quelqu'un d'autre. Et en fait, ça ne se spiritualise pas, quoi, ce genre de choses. Ça peut arriver d'avoir un coup de foudre, mais pour moi, ce n'est que, mais ce que tu disais, quoi, qu'une occasion de te dire, bah, je vais aller connaître cette personne parce que cette première impression me parle ou me fait de l'effet, faisons connaissance à la limite. Et faisons connaissance vraiment en étant les mains ouvertes Oui. pour connaître la personne, pas le fantasme que tu t'es fait dans la tête. Ouais, et je pense que ce sera la question, c'est qu'est-ce qui est dangereux? Je pense que ce qui est dangereux, c'est ça, parce que quand tu as un coup de foudre, en fait, tu es pas intéressé par la personne. Tu es intéressé de ce qu'elle projette et que toi tu traduis en fonction de, bah, ta petite enfance, ta Ta façon mère, internationale, ta mère, tout ça. Toutes les choses que tu as et que tu vas transférer sur cette personne parce qu'elle correspond à certains fantasmes que tu as. Et ça peut être, alors, je ne veux pas faire de généralité débile, mais je pense que ça peut être plus compliqué d'apprendre à la connaître vraiment telle qu'elle est, une fois que toi, tu as projeté cette image-là de truc. Et il y avait une étudiante très très jolie qui m'avait dit ça une fois et ça m'avait vraiment brisé le cœur parce que moi, je me disais quand même un peu quand tu es très très jolie, ta vie, elle est plus facile, quoi. Tout le monde t'aime bien, c'est vachement facile, tu choisis le garçon qui te plaît, puis tu vas et tout. Et elle me disait que ce qui était très compliqué pour elle, qui était très très jolie, c'était que du coup, il y avait plein de garçons qui, juste en la voyant dans un groupe, flashaient sur elle, et qu'après, les gens s'approchaient d'elle, et puis finalement, parce qu'elle était très très jolie, mais qu'elle avait aussi des défauts, ils se rendaient compte dans la relation que bah, finalement, ça ne leur correspondait pas, et qui s'éloignaient, quoi. Et elle disait, moi, j'ai l'impression qu'en fait, je pue. Et alors, elle est mariée avec un gars super, ils ont 2 enfants magnifiques, donc l'histoire s'est bien finie. Mais c'était vraiment intéressant qu'elle, elle le vivait comme une malédiction, le fait d'être productrice de coups de foudre tout le temps, quoi. Qu'en gros, les garçons, hop, ils avaient un béguin, et que du coup, ils s'approchaient d'elle, et puis après 2-3 interactions, bah, finalement, en fait, ça me correspond pas et je me casse. Et du coup, elle a vécu très souvent ça, des mecs qui s'approchaient d'elle et qui finalement se barraient. Et elle disait, je serais un peu moins jolie, j'aurais eu moins vécu ça, quoi, et j'aurais moins eu l'impression de me faire rejeter tout le temps. Ça m'avait vachement fait de la peine et en même temps, je me suis dit: «Ah, en fait, c'est bien d'être bof». Peut-être ça aide d'être un peu bof physiquement. Mais juste pour dire que c'est assez, enfin, elle a vraiment vécu le fait que quand tu as un coup de foudre, tu es pas amoureux de la personne, en fait. Tu es amoureux d'une image et quand tu vas la connaître plus, peut-être elle va vraiment te plaire et peut-être finalement pas tant que ça. Et du coup, en racontant elle qui disait ça, je me dis: «Mais ça peut être hyper dur à vivre, en fait, pour ces personnes-là qui voient que les gens ont les yeux qui brillent,
dès qu'ils les rencontrent et puis qui, 2 heures après, ont plus du tout les yeux qui brillent, quoi. C'est aussi ça peut être aussi assez dur à vivre. Ça m'avait, sensibilisée à quand tu es de l'autre côté, quoi. Quand tu es la personne de qui on tombe amoureux facilement parce que tu corresponds à tous les critères, Marjolaine, tout à l'heure, tu parlais de spiritualiser la chose et le coup de foudre. Moi, je voudrais aussi dire un truc sur le Dieu m'a dit, qui peut avoir lieu et qui peut être la version spirituelle du coup de foudre, ou parce qu'on a eu un crush et qu'on trouve la personne machin à cause de notre mère et de notre petite enfance, tout ça. On va rendre la chose spirituelle en impliquant Dieu dans l'affaire. J'ai envie de dire que peut-être que c'est ça que Dieu voulait dire quand il dit ne prononce pas le nom de Dieu en vain, ne rajoute pas Dieu à tes histoires. Alors, je pense qu'il y a des histoires qui nous disent que Dieu, il a révélé par des rêves ou comme ça que cette personne allait être ton conjoint pour la vie. Mais je t'invite, si jamais Dieu, tu as l'impression que Dieu t'a dit et que dans une prière sincère, tu as l'impression que Dieu t'a révélé, je t'invite à te taire et à le dire à la personne le jour où tu te maries avec elle. En notant la date dans ton petit carnet, tu c'est un fermes jeu ton carnet, tu ne dis rien, mais jamais, même pendant les fiançailles et tout. Et le jour de ton mariage, tu dis, waouh, je peux enfin te le dire. Dieu m'avait dit que j'allais me marier avec toi, et c'est vrai parce que je me marie avec toi. Je crois que Dieu, il parle sur des choses spécifiques de notre vie, c'est ce que je crois. Mais je crois qu'il faut pas te la ramener. Tu te tais, tu gardes ça dans ton cœur. Tu n'y penses pas non plus tous les matins en te convainquant de ton problème, hein. Tu le notes, tu pries en disant Dieu, si c'est vraiment toi qui me l'as dit, fais en sorte que je m'en rappelle. Si c'est pas toi qui me l'as dit, fais en sorte que j'oublie. Et puis toi, essaye de l'oublier. Et le jour de ton mariage, eh ben, tu peux le dire à la personne. Sinon, n'utilise jamais, 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 jamais ça pour que la personne, elle veuille passer du temps avec toi. Ça s'appelle de la manipulation. Et c'est pas bien. Question suivante. Comment savoir quand faire le premier pas? J'ai changé la question. Comment savoir quand faire le premier pas? J'imagine, si je rajoute des mots à cette question, on parle bien de relation amoureuse. Tu es intéressé par quelqu'un. Comment savoir quand faire le premier pas? je sais pas trop ce qu'il y a derrière cette question, hem, parce que moi je suis un peu premier degré, mais je dirais, bah, quand tu as envie d'être avec la personne, tu vas l'avoir, quoi. Mais je me demande s'il y a pas derrière cette question que des fois c'est trop tôt, que c'est trop précipité, machin, machin, nin et que la personne peut-être elle a besoin de plus de temps. Je me méfie énormément, parce que je l'ai vécu à mes dépens. C'est peut-être un truc de mec ou peut-être pas, d'un certain paternalisme qui vise à dire qu'en fait, tu sais mieux que la personne le temps qu'elle a besoin et que du coup, tu vas dire, bon, moi, il y avait un gars qui pendant des années m'a pas dit parce qu'il pensait que j'étais pas prête, quoi. Et puis après, il me l'a dit et je lui ai dit non et il était étonné. Je lui ai dit: «Bah, tu me l'aurais dit, il y a 1 an, je te l'aurais dit il y a 1 an, en fait. Parce que toi, tu avais décidé que tu étais pas prête, mais en fait, c'est pas que j'étais pas prête, c'est que c'était non». Et que du coup, tu as attendu pour rien et tu t'es fait du mal pour rien. Et je pense qu'il peut y avoir aussi un peu cette idée de vouloir décider à la place de la personne. Là, je sens que c'est pas le bon moment pour elle, je vais attendre et tout. Mais en fait, c'est pas toi qui décides, quoi. J'ai le cas d'un couple, ça s'est bien fini parce qu'ils sont mariés avec 2 enfants eux aussi. Mais elle était amoureuse de lui depuis, vitam aeternam et lui, il a commencé à se dire: «OK, je l'aime bien et je vais lui dire». Mais il avait décidé que c'était pas le bon moment pour elle parce qu'elle passait des examens et que voilà et qu'il s'est dit: «En fait, je pense que c'est pas le bon moment de lui dire. Je vais attendre qu'elle ait fini ses examens et tout». Et il a attendu qu'elle a passé des examens les pires de sa life. Elle les a ratés d'ailleurs parce qu'elle était juste complètement omnibulée par cette histoire. Et quand à la fin, il lui a dit: «Bah, je voulais attendre». Je pense finalement, ils se sont vus au resto et elle lui a dit: «Bon, qu'est-ce que tu fais?» Il lui a dit: «Bah, je t'aime bien, mais je voulais attendre les examens et tout». Et tu rigoles dessus, elle dit: «Mais enfin, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire?» Et je trouve ça fort parce qu'encore une fois, il y avait l'idée de dire: «En fait, je pense que c'est mieux pour elle», mais en fait, enfin, quand faire le premier pas? Bah, quand on a envie, quoi. Quand tu as envie que la relation, elle passe au stade d'après, tu le fais. Et si derrière ça, il y a la question de dire: «Comment je sais si la personne elle a besoin de plus de temps ou pas?» Bah, la personne, elle te le dira si elle a besoin de plus de temps. Tu lui dis: «Je voudrais être avec toi» et elle te dira: «Bah, écoute, j'ai besoin de plus de temps». Et de pas commencer à présumer de ce que la personne pense, quoi. Enfin, encore une fois, dans la communication, hein. Moi, je dirais quand tu as envie que la relation, elle passe au stade d'après, et ben, tu dis: «Bonjour, j'aimerais bien que la relation, elle passe au stade d'après». Et voilà. Je trouve ça intéressant parce que, en fait, on présume, on a peur du manque de communication.
dans l'autre et de manque d'honnêteté de la part de l'autre peut-être. Mais en fait, si tu veux être en couple avec quelqu'un, cette honnêteté, elle est nécessaire. Donc l'honnêteté et la communication du début, du faire le premier pas et dire à la personne que tu es intéressé, en fait, va être nécessaire dans le couple. Je crois, je ne sais pas. Il paraît. Mais du coup, si tu as peur que l'autre va être pas honnête ou est pas dispo et tout, en fait, il sera pas dispo pour être en couple non plus. Et du coup, moi, je dirais quand faire le premier pas, il faut que tu sortes du fantasme dans ta tête. T'es pas tout seul dans ta barque. Il faut absolument que tu vérifies que le niveau de fantasme que dans ta tête, il match avec la réalité, quoi. Ouais. Et moi, où je dirais, quand tu as envie que ça passe à autre chose, ou quand votre amitié en l'état devient trop compliquée à cause des sentiments ou de ce que tu ressens et de. Enfin. Mais sinon, je rejoins 100% enfin, ce que vous avez dit toutes les deux, quoi. On peut pas savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour l'autre. Ouais, c'est ça. Tant qu'on lui a pas demandé, en fait, on sait pas. Donc, faut lui demander, quoi. Et je dirais aussi quand, ouais, ce que tu dis, Marjo, sur l'amitié qui peut pas perdurer, je pense qu'il y a un moment, en fait, ça s'appelle du mensonge. Quand toi, tu es dans un niveau de fantasme et que la réalité, c'est de l'amitié et que toi, tu veux autre chose, c'est un mensonge. Tu fais croire à l'autre que tu attends que de l'amitié. Et en fait, on parlait d'amitié qui honore Dieu. Et je pense que pour honorer Dieu, des fois, il faut avoir les conversations qui sont difficiles, qui sont inconfortables. Il faut les avoir. Tu disais dans l'épisode précédent, Marion, que on est maître de nos sentiments. Si tu veux redevenir maître de tes sentiments et que tu as essayé tout par tes propres moyens et que tu n'y arrives pas, en fait, il faut que tu aies une conversation avec l'autre et peut-être tu as besoin de te prendre une porte. Ou peut-être que tu as besoin de confronter l'autre au fait que des fois, il fait des trucs ambigus ou elle fait des trucs ambigus et que c'est pas possible parce que c'est pas honorant pour Dieu, ben, tu as besoin de confronter l'autre. Alors, tu vas voir l'autre et tu lui dis qu'il faut qu'il arrête de faire ça parce que ça t'aide pas. Et je pense qu'il faut l'honnêteté radicale si tu veux vraiment appeler ça une amitié, sinon tu te mens à toi-même et tu mens à l'autre. Ouais. Et moi, ce qui m'aide vachement aussi, c'est cette histoire de convoitise. De quand tu fantasmes sur quelqu'un et qu'il est pas d'accord, enfin qu'il a pas donné son accord, en fait, tu es dans la convoitise. Alors, je veux pas, je veux dire, ça c'est la vie, hein, d'avoir des béguins et cetera, donc je veux pas non plus placer la barre trop haut. Mais il me semble que quand tu es dans une relation où en fait, tu fantasmes sur la personne et la personne, elle a pas eu son mot à dire, et ben, alors si jamais la personne, elle est pas disponible, imaginons que quelqu'un n'ait pas du tout de contrôle sur et que ce soit quelqu'un qui soit pas disponible, bah, il faut travailler. Mais si tu en es arrivé à ce niveau-là de convoitise parce que la personne est disponible et que du coup tu te projettes, etc., au bout d'un moment, de continuer à alimenter ces fantasmes sans que la personne soit d'accord, et ben en fait c'est de la convoitise et tu la possèdes alors qu'elle t'appartient pas, quoi. Et en fait c'est grave. Et je pense que c'est vraiment le truc qu'on a l'impression que tant que ça reste dans notre cerveau, et ben, en fait, c'est bon, quoi. Mais en fait, non, c'est pas bon. C'est dans les pensées que la bataille, elle se remporte d'abord parce que tes pensées, ça va créer tes faits et gestes et tes faits et gestes, ça va former ton caractère, quoi. Donc tu peux pas penser que c'est bon, c'est juste à l'intérieur, ça sort pas, personne sait rien. En fait, non, au bout d'un moment, ça va sortir d'une façon ou d'une autre. Par exemple, sous la forme de la colère quand la personne va te dire, en fait, je sors avec machin bidule. Donc, il faut que quand ça devient en effet une amitié trop compliquée parce qu'en fait, la personne, tu sens bien que le regard que tu portes sur elle, c'est pas un regard d'ami, et ben, tu pèches en fait dans tes pensées au bout d'un moment. Peut-être je vais trop loin, mais vous me rectifierez si je vais trop loin. Quand tu commences à convoiter la personne et qu'elle est pas d'accord, enfin que tu lui as pas demandé son avis, peut-être elle est d'accord, mais il faut qu'elle le dise. Je trouve que c'est aussi, de pas mentir et de redonner à la personne du pouvoir sur sa vie, quoi, et même sur l'image qu'elle projette, à ses dépens. De lui dire: «En fait, je porte un regard sur toi», et soit alors la personne elle dit: «Ah bah écoute, ça tombe bien parce que je porte le même regard sur toi, on est trop d'accord, allons-y joyeusement». Ou alors de te mettre un vent et dans ce cas, toi, tu peux déconstruire ça et accepter que la personne parte et qu'elle ne t'appartient pas et Et revenir dans la réalité, dans tes pensées, ouais. Ouais. Amazing. Un mot de la fin, chacune, ou pas besoin pour conclure cet épisode? considère l'autre comme plus important que toi-même. Ça, on n'a pas dit ça sur l'autre épisode. Enfin, pour moi, c'est une bonne échelle. Ça règle pas tout, loin de là, mais c'est quand même une bonne échelle de valeurs
pour au moins purifier, la base de nos attitudes, quoi. Cette idée de dire: «Est-ce que je suis en train de me servir moi-même dans cette histoire? Ou est-ce que je suis en train de servir l'autre et les autres d'ailleurs, pas seulement la personne que j'aime bien, mais Ouais, moi je pensais juste à l'expression biblique qui est le fait de marcher dans la lumière. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se résolvent par là, dans le fait d'être clair, d'être honnête, d'être dans la vérité. Et du coup, ça veut pas dire que ça garantit zéro souffrance, mais ça garantit d'être à l'aise avec l'autre, avec nous, avec Dieu, d'être au clair, d'être dans l'honnêteté. ouais, ouais. Et moi, je dirais communication et honnêteté, c'est ça, c'est que, en fait, si tu n'es pas capable de le faire, d'être dans la communication dans le stade amical, tu n'es pas capable de le faire dans le couple. Ouais, c'est clair. Et tu as besoin de ça, d'avoir ces conversations difficiles, parce que être en couple, apparemment, c'est brutal dans les choses que tu dois sortir de toi, dans la vulnérabilité que tu dois donner à l'autre. Et on a besoin de développer ces qualités-là pour que si un jour on se marie ou on est en couple, et ben on puisse le faire sans que ce soit trop difficile. Et c'est aussi comme ça qu'on a des belles amitiés, quoi.